Aujourd'hui, nous allons aborder l'œuvre de Platon. Platon qui est né à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour comprendre l'œuvre de Platon, il faut d'abord un certain nombre de préalables. Il faut avoir quelques petites clés pour rentrer dans cette œuvre qui paraît facile, mais qui en vérité est assez difficile. Et il faut notamment essayer de comprendre ce qui s'est passé en Grèce autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le miracle grec, la naissance de la philosophie occidentale. Beaucoup considèrent Platon comme le premier grand philosophe de la tradition occidentale, mais quand on regarde la vie intellectuelle d'Athènes dans ce 5e siècle, et puis un peu après, au 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien on voit fleurir toute une série de grandes écoles grecques. Il y a l'Académie de Platon, bien sûr, mais il y a aussi le lycée d'Aristote, il y a le jardin d'Épicure, il y a la Stoa, c'est-à-dire le portique des stoïciens. Il y a donc toute une pléiade de grandes écoles de philosophie grecque. C'est ce qu'on a appelé encore une fois le miracle grec. Et la question que ça pose, qui est une question passionnante, c'est de savoir ce que cette philosophie, étymologiquement recherche ou quête de la sagesse, amour de la sagesse, au sens de la recherche de la sagesse, philosophia, philo c'est aimer, sophia c'est la sagesse, eh bien, ce que représente la naissance de ce discours philosophique par rapport à d'autres types de discours, par rapport aux grandes religions, par exemple, par rapport aux grandes cosmologies, par rapport aux grandes mythologies, et notamment, bien sûr, par rapport à la mythologie grecque. Et c'est ça que je voudrais commencer par exposer, par essayer de faire comprendre, avant de rentrer plus à fond dans l'œuvre de Platon elle-même et de donner des clés pour, si je puis dire, visiter le château, car les grandes philosophies sont à mes yeux comme des palais magnifiques, comme des châteaux somptueux, mais il faut les clés du gardien pour y entrer, et c'est ces clés que je voudrais essayer de vous donner. Il faut commencer par deux préalables, au fond deux clés, avant de rentrer dans l'œuvre de Platon. La première, c'est justement pour essayer de comprendre la nature de ce discours philosophique par opposition aux religions, aux mythologies, comme je viens de le dire. Et pour comprendre la nature exacte de ce discours philosophique, il faut, je crois, partir d'une distinction, à mes yeux absolument fondamentale, c'est peut-être même la distinction la plus cruciale de toute l'histoire de la philosophie, c'est la distinction entre deux types de valeurs. Il y a des valeurs morales d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que j'appellerais des valeurs spirituelles, non pas au sens religieux du terme, mais au sens de la vie de l'esprit, au sens large de l'expression. Valeur morale d'un côté, valeur spirituelle de l'autre, et il faut bien comprendre cette distinction pour saisir comment le discours philosophique va apporter quelque chose de neuf par rapport aux mythologies, par rapport aux religions, et notamment cette chose très étrange que j'appelle une spiritualité laïque, c'est-à-dire au fond une définition de la vie bonne, une quête de la vie bonne, une quête de la sagesse, mais qui ne passe ni par Dieu, ni par la foi. Au fond, il s'agit dans la philosophie de parvenir à la vie bonne, de parvenir à la sagesse. Le sage est celui qui parvient à la vie bonne, mais sans recourir à la foi, sans recourir à un Dieu, autrement dit par les moyens du bord, si je puis dire, de manière laïque ou sécularisée, comme on pourrait le dire dans un vocabulaire contemporain. Qu'est-ce que c'est que la distinction entre valeur morale et valeur spirituelle ? Très simplement, c'est l'idée suivante. Qu'est-ce que c'est que la morale ? Quelles que soient les grandes visions morales du monde, religieuses ou laïques qu'on considère les grandes religions, qu'on considère les grandes morales laïques, peu importe, la morale, depuis des millénaires, comprend toujours deux éléments. Il y a le respect d'autrui, nous nous conduisons moralement avec autrui quand nous le respectons, et puis il y a la bonté, la gentillesse, la bienfaisance, la bienveillance, le fait d'être généreux et de se soucier des autres, si possible activement. Au fond, nous nous conduisons moralement avec autrui quand nous le respectons et quand nous lui voulons, si possible, activement et efficacement du bien. La morale, c'est le respect des autres plus la bonté. C'est, pour parler un peu naïvement, aujourd'hui, les droits de l'homme, l'humanitaire, et puis quelque chose de plus que le respect des droits de l'homme, c'est, encore une fois, la bonté, la gentillesse, la bienveillance, la générosité, le souci actif du bien d'autrui. Eh bien, là, on peut comprendre immédiatement la différence entre valeur morale et valeur spirituelle. Imaginez cette toute petite fable, imaginez qu'on ait la baguette magique qui nous permettrait de faire en sorte qu'aujourd'hui, tous les êtres humains se conduisent moralement les uns vis-à-vis des autres, que nous appliquions parfaitement les principes de la morale la plus sublime qui soit, respect d'autrui et bonté avec les autres. Eh bien, même si nous faisions ça,
ce qui changerait évidemment la face du monde, parce qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de génocide, il n'y aurait plus de massacre, il n'y aurait plus de prison, il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus de vol, il n'y aurait plus même d'inégalité économique criante. La face du monde, la face de l'univers en serait totalement changée. Eh bien, même si nous avions cette baguette magique, ça ne nous empêcherait pas, par exemple, de mourir. Ça n'a rien à voir, ni même de vieillir. Vous pouvez être très très gentil avec vos voisins, vous mourrez quand même. La question de la mort n'est pas une question morale. Vous pouvez être très très gentil et très respectueux des autres, vous vieillirez quand même. La question de la mort, la question des âges de la vie n'est pas une question morale. Or, elle est pleine de valeurs, évidemment. Elle est pleine de soucis, d'interrogations. Elle est pleine d'investissements affectifs. Vous pourriez vous conduire merveilleusement de manière très respectueuse et très aimable avec autrui, que vous pouvez quand même, et ça nous arrive à tous, perdre un être cher, connaître l'épreuve terrible du deuil d'un être aimé. Là encore, ça n'a rien à voir avec la morale. Vous pouvez être très gentil et que le gendarme vous annonce un soir que votre fils ou votre fille a eu un accident de voiture. Ça n'a aucun rapport avec la morale. C'est d'un autre ordre, ce que j'appelle la spiritualité. Vous pourriez même être extrêmement respectueux d'autrui et très bon avec autrui, que vous pourriez être malheureux en amour. Toute l'histoire de la littérature romanesque, depuis la princesse de Clèves jusqu'à Proust, jusqu'à Un amour de Swann, en passant par Andromaque ou par Les travailleurs de la mer de Victor Hugo, par exemple, eh bien, toute l'histoire de la littérature romanesque raconte, très souvent en tout cas, les malheurs de gens épatants moralement, qui sont des êtres tout à fait moraux, respectueux d'autrui et très gentils, très bons avec les autres, et qui sont malgré tout malheureux en amour parce qu'ils sont amoureux de quelqu'un qui ne les aime pas, tout simplement. La logique de l'amour n'est pas celle de la morale, de toute évidence. Et puis même pour aller un peu plus loin, la question de l'ennui, la question de la banalité de la vie quotidienne n'est pas une question morale. Vous pouvez être un type ou une femme épatant, que ça ne vous empêchera pas, le cas échéant, de trouver qu'avoir toujours la même femme dans le même lit chaque matin, ou le même homme dans le même lit chaque matin, d'avoir toujours les mêmes nez au milieu des mêmes figures autour de soi au bureau, de vivre le métro boulot dodo, comme on dit, c'est fatigant, c'est fastidieux, ça peut être ennuyeux, et on peut rêver d'avoir une autre vie, on peut rêver que la vraie vie est ailleurs, pour parler comme Rimbaud. Ces questions-là, la question de l'amour, la question de la mort, la question des âges de la vie, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'ennui et de la banalité, sont des questions qui sont pleines de valeurs, mais pas de valeurs morales. Et là, on voit immédiatement que les valeurs que j'appelle ici spirituelles, faute de mieux, au sens de la vie de l'esprit, eh bien, n'appartiennent pas au cercle de la morale. Et ce que la philosophie va apporter par rapport aux grandes religions, et par rapport à la mythologie elle-même, à la mythologie grecque en l'occurrence, eh bien, ce que la philosophie va apporter, c'est ce que j'appelle une spiritualité laïque. Ça veut dire quoi, très simplement? Ça veut dire qu'il y a des définitions de la vie bonne qui passent par Dieu et par la foi, ce sont les grandes religions qui les donnent, et puis il y a des définitions de la vie bonne qui ne passent pas par Dieu ni par la foi, on s'en tire avec les moyens du bord, ce sont des réponses laïques, et ça s'appelle tout simplement la philosophie. La philosophie, pour l'essentiel, ce sont de grandes spiritualités laïques, c'est-à-dire des grandes réponses apportées à la question de la vie bonne, sans passer par Dieu, sans passer par la foi, et en acceptant surtout, nous allons le voir dans un instant, la condition qui est la nôtre, à nous les humains, c'est-à-dire la condition de mortel, l'acceptation de la finitude, comme diront les philosophes. Ça, c'est la première remarque, avant d'entrer dans l'œuvre de Platon. La deuxième remarque, c'est que ce miracle grec, comme on l'appelle, la naissance de la philosophie en Grèce, et notamment avec Platon, même s'il y a quelques présocratiques avant Platon, c'est quand même lui le premier très grand philosophe, eh bien, cette naissance de la philosophie en Grèce, elle n'est pas si miraculeuse qu'on le croit d'ordinaire. En vérité, ce que vont faire les philosophes, c'est reprendre des grands thèmes de la mythologie grecque, et au lieu de les formuler de façon littéraire, sous la forme du mythe, ils vont formuler les grandes idées que contenait déjà la mythologie de manière rationnelle, de manière conceptuelle, de manière, pourrait-on dire, sécularisée, sans faire appel en permanence aux dieux, comme le fait la mythologie, mais en essayant de formuler les grands thèmes de la mythologie de manière rationnelle, laïque, sécularisée. Et voilà pourquoi, si on veut comprendre la naissance de la philosophie, et notamment celle de Platon, il est absolument indispensable de revenir au premier grand récit mythologique et littéraire qui contient les thèmes de la philosophie, mais sous une forme mythique, sous une forme littéraire, sous la forme d'une épopée, à savoir
l'Odyssée d'Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ, premier texte écrit en grec que Platon connaît quasiment par cœur, auquel il fait référence en permanence, qu'Aristote, disciple de Platon, enseignera lui aussi. Il l'enseignera notamment à Alexandre le Grand. On sait qu'Aristote a enseigné l'Odyssée à Alexandre le Grand. Les philosophes connaissaient admirablement la mythologie, qui était la culture commune des Grecs, et au fond, leur philosophie est une présentation rationnelle et laïque des grands thèmes de la mythologie, et notamment de cette immense et magnifique épopée qu'est l'Odyssée d'Homère. Je rappelle que Odyssée, ça veut simplement dire Ulysse en grec. Odysseus, c'est le nom grec d'Ulysse, c'est l'histoire d'Ulysse. Et ce que je voudrais faire, c'est le deuxième préalable, avant d'entrer dans l'œuvre de Platon, c'est vous raconter cette histoire en essayant d'en dégager, et c'est assez simple, mais c'est extrêmement profond, en essayant d'en dégager la signification philosophique pour que vous compreniez ce que c'est qu'une spiritualité laïque. C'est-à-dire la première grande définition de la vie bonne pour les humains, pour les mortels, qui ne passe ni par Dieu, ni par la foi. Et en ce sens, cette grande épopée d'Homère, elle est la matrice de toute la philosophie grecque, et même, à mes yeux, de toute l'histoire de la philosophie. C'est pourquoi il est très important de commencer par elle, et puis ça permettra de donner aussi au passage une signification très concrète à cette idée de spiritualité laïque, encore une fois, à cet immense projet de définir la vie bonne pour les mortels sans passer par la religion. Voilà pourquoi je voudrais vous raconter en quelques minutes cette Odyssée d'Homère. Et puis je vais faire comme si vous ne la connaissiez pas. Peut-être parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui la connaissent déjà très très bien, cette Odyssée d'Homère, puis d'autres qui ne la connaissent pas du tout. On va reprendre les choses à zéro parce que je me méfie toujours du bien connu qui est souvent le méconnu. Partons de zéro, c'est-à-dire du point de départ de l'aventure d'Ulysse. Ça commence par quoi? L'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un qui va aller de la guerre de Troie, du chaos le plus total, du malheur le plus grand. Il est loin de chez lui, il est dans le conflit le plus atroce qui soit, la guerre de Troie, qui est une guerre terriblement cruelle, très sanglante, d'une cruauté pas racontable aux enfants. Certains passages de l'Odyssée ou de l'Iliade ne sont en effet pas racontables, les tortures sont atroces. Eh bien, il va aller du chaos initial, de la guerre, du conflit, de la disharmonie, de la discorde, vers progressivement le retour dans sa ville qui s'appelle Ithaque, il est le roi d'Ithaque, une cité grecque, c'est-à-dire le retour vers l'harmonie, le retour vers la paix, le retour dans les bras de sa femme, Pénélope, le retour dans son palais auprès des siens, mais aussi le retour dans ce qu'Aristote appellera joliment son lieu naturel dans l'ordre cosmique, c'est-à-dire la place qui lui appartient, si je puis dire, dans l'univers. Nous reprendrons cette idée qui est une idée très profonde dans la philosophie grecque, mais voyez en tout cas que l'histoire d'Ulysse, c'est une histoire philosophique, c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche le sens de sa vie, qui cherche la sagesse, philosophia. Il est déjà philosophe, il est déjà dans la quête de la sagesse, et pour lui, la sagesse, elle consiste à aller du chaos de la guerre de Troie, vers l'harmonie d'Ithaque, vers la réconciliation avec les siens, avec sa famille, mais aussi réconciliation avec le monde, avec l'ordre cosmique. Et au fond, Homère raconte cette histoire qui va durer 20 ans. Et cette histoire d'Ulysse, elle a un préalable qui n'est pas dans Homère, un préalable qui est tout à fait significatif de ce que je vous dis là, c'est-à-dire de cette volonté, de cet effort insensé pour passer du chaos à l'harmonie. Le préalable, eh bien, c'est l'histoire avec laquelle toute la guerre de Troie commence, c'est l'histoire de la pomme de discorde. Il faut en dire quelques mots pour comprendre à quel point, dans l'imaginaire grec, la sagesse était liée à l'idée d'harmonie et au passage du chaos, de la discorde à l'harmonie. Cette histoire de la pomme de discorde, elle était racontée dans un poème que malheureusement nous avons perdu aujourd'hui, qui s'appelait Les Chants Cypriens. Cette histoire était connue de tout le monde en Grèce. Elle était connue comme nous connaissons aujourd'hui l'histoire des trois petits cochons ou du chaboté. Ça faisait partie de la culture commune. Et les Chants Cypriens racontaient cette histoire que je vous résume en quelques mots. Ça se passe le jour d'un mariage. Et sur l'Olympe, l'Olympe c'est la montagne des dieux, c'est la montagne sur laquelle habitent les Olympiens, c'est-à-dire les 12, 13, 14 dieux principaux du panthéon grec. L'Olympe c'est la montagne de Zeus, Zeus c'est le roi des dieux, c'est le dieu des dieux, et Zeus a organisé un mariage, parce qu'il s'agit de marier une divinité importante qui s'appelle Thétis, une divinité donc immortelle et très belle, comme toutes les divinités, et il doit marier cette déesse ravissante avec un mortel qui s'appelle Pélée.
Thétis et Pélée sont surtout connus dans la mythologie grecque pour être les futurs parents d'Achille, le plus grand héros de la guerre de Troie. Mais je laisse de côté cette histoire. La mythologie est pleine de ramifications, on ne va pas toutes les évoquer. Pour revenir à l'essentiel, Zeus a lancé les invitations. Et il a, entre guillemets, oublié d'inviter une divinité qu'on n'aime jamais inviter à un mariage, qui en principe est une fête joyeuse, et un moment de bonheur. Cette divinité s'appelle Eris, et en grec, Eris, c'est la discorde. Eris, les Grecs entendaient probablement une proximité avec Eros, divinité de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on ne se dispute jamais aussi bien et aussi profondément et avec autant de haine qu'avec les êtres qu'on aime. Ceux qui vous sont indifférents, généralement, vous sont indifférents dans la haine comme dans l'amour. Eh bien, les Grecs entendaient certainement une proximité entre Eris et Eros, entre la déesse de la discorde et les divinités de l'amour. En tout cas, Zeus a fait exprès, évidemment, d'oublier d'inviter Eris, la déesse de la discorde. Et furieuse, vexée, on retrouve le même thème dans La Belle au bois dormant, par exemple, où la méchante sorcière n'est pas invitée, mais s'invite elle-même. Eh bien, Eris s'invite elle-même, bien décidée à semer la discorde dans la noce. Et que fait-elle pour semer la discorde? Elle jette sur la table où les jeunes gens sont en train de faire la noce et de banqueter, elle jette sur la table une sublimissime pomme en or, une pomme qui vient d'un jardin magique, c'est le jardin des Hespérides, gardé par un titan qui s'appelle Atlas. Je laisse là aussi ce petit tiroir de côté, je ne l'ouvre pas, mais elle jette cette pomme absolument magnifique, qui est comme un bijou rayonnant, sur la table, et cette pomme semble éclairée de l'intérieur, de sorte que chacun peut lire l'inscription qui figure sur la pomme. C'est marqué très clairement « pour la plus belle ». De sorte que toutes les femmes qui sont autour de la table mettent la main sur la pomme et disent « c'est évidemment pour moi, je suis la plus belle ». Et elles commencent à se disputer. Eris a gagné son pari. La discorde s'installe au cœur de la noce. Et finalement, 3 femmes sublimes restent en lice. 3 déesses, 3 divinités ravissantes qui sont toutes les 3 très chères au cœur de Zeus. Il y a sa femme, Héra. En latin, Héra, c'est Junon. Il y a sa fille préférée, Athéna. Athéna, en latin, c'est Minerve. Et puis, il y a sa tante, Aphrodite. En latin, c'est Vénus. Aphrodite, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Et ces 3 femmes, ces 3 divinités, se tournent vers leur chef, si je puis dire, avec Zeus, et lui demandent de trancher, de dire à qui revient la pomme. Qui est la plus belle? Et Zeus, bien qu'immortel, n'est pas idiot. Il se dit, si je dois trancher entre ma femme, ma fille et ma tante, je suis mort. Il se précipite vers les montagnes et va chercher par la peau du cou un petit berger innocent qui doit avoir 14-15 ans, qui est d'ailleurs un très très beau jeune homme. Il le ramène en lui disant, tu vas me rendre service, tu vas dire à laquelle de ces 3 femmes la pomme de discorde, la pomme d'Eris doit revenir. Laquelle des 3 est la plus belle? Comme ça, je survivrai. Et puis ce petit berger se retrouve en face des 3 déesses, et les 3 déesses vont, si je puis dire, lui offrir chacune ce qu'elle a de plus magnifique en magasin pour essayer d'obtenir la pomme. Alors Héra, elle offre à ce petit berger un empire, c'est l'impératrice. Elle offre ce qu'elle a à offrir. C'est l'impératrice, c'est la femme de Zeus, c'est la femme de l'empereur, et donc elle lui offre un empire. Minerve, Athéna, c'est la déesse de la guerre, elle dit à ce petit jeune homme, si tu me choisis moi, si tu me donnes la pomme, eh bien je te permettrai de gagner toutes les guerres. Et puis Aphrodite arrive, Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, et dit à ce même petit jeune homme, mais si tu me choisis moi, si tu me donnes la pomme, je te permettrai de mettre dans ton lit la femme la plus belle du monde. Et qu'est-ce qu'on va apprendre dans la suite de l'histoire? C'est le début de la guerre de Troie. On va apprendre que ce petit jeune homme, ce berger, en vérité, n'est pas du tout un berger comme les autres. C'est le fils de Priam, que Priam a abandonné. C'est le fils de Priam, c'est-à-dire le fils du roi de Troie. Priam est le roi de la ville de Troie. Et qui est la femme la plus belle du monde? Bien évidemment, c'est la belle Hélène, et la belle Hélène est une princesse grecque. Elle est même mariée avec Ménélas. Ménélas qui est le roi de Sparte. Sparte, c'est la ville des guerriers. Sparte, c'est en grec les semés. Spartoi, ceux qui ont été semés à partir des dents d'un dragon et qui naissent tout armés, qui sont des guerriers terribles. Et c'est donc parce que un jeune homme, en vérité, prince troyen, va séduire la femme la plus belle du monde, princesse grecque.
la belle Hélène, la femme de Ménélas, la femme d'un roi grec, le roi de Sparte, eh bien, c'est parce qu'un prince troyen va enlever la belle Hélène au roi de Sparte que la guerre entre les Grecs et les Troyens va se déclencher. Et vous voyez que tout commence avec le chaos. On retrouvera ça avec un grand poème d'Hésiode, un poète du 7e siècle avant Jésus-Christ, la théogonie, c'est-à-dire la naissance des dieux, qui elle aussi, cette théogonie, commence par le chaos, comme l'histoire d'Ulysse. Ce premier chaos, le chaos de la pomme de discorde, est suivi par un deuxième chaos, c'est le chaos de la guerre. La guerre va durer 10 ans. Elle dure 10 années, je vous ai dit qu'elle était terrible, elle est très sanglante, elle est très cruelle, et elle se termine par un troisième chaos. Tout commence par des chaos dans cette histoire. Elle se termine par un troisième chaos. Vous savez comment Ulysse va faire gagner la guerre aux Grecs. Ulysse fait rentrer dans la ville de Troie, dans la ville de Priam et de Paris et de son frère Hector. Il fait rentrer un cheval dont les flancs sont tout emplis de soldats grecs qui, la nuit, vont sortir du cheval et massacrer les Troyens. C'est le troisième chaos. Le massacre est tellement abominable que même les dieux qui ont soutenu les Grecs en sont horrifiés. Athéna en particulier. Et donc on a affaire à un troisième chaos qui est au départ de toute l'histoire d'Ulysse. 10 ans de guerre, et puis, ça c'est l'Iliade. Iliade en grec c'est Ilion, c'est le nom grec de la ville de Troie, c'est le premier tome des œuvres d'Homère, si je puis dire. Et puis, Ulysse va mettre 10 ans à rentrer chez lui à nouveau. C'est-à-dire que pendant 20 ans, Ulysse va rester dans le malheur. Il va rester, si je puis dire, délocalisé, loin d'Ithaque, loin de Pénélope, sa femme, loin de Télémaque, son fils, loin de sa ville, loin de son lieu naturel dans l'ordre cosmique. Il est dans le malheur, il est dans la discorde, la pomme de discorde est là, il est dans la guerre, il est dans le chaos. Pourquoi met-il 10 ans à rentrer chez lui? Je le rappelle simplement d'une phrase. Il a crevé l'œil d'un cyclope qui s'appelle Polyphème. Et ce cyclope, malheureusement, est un des nombreux fils de Poséidon. Poséidon est un dieu terrible, c'est le dieu de la mer, mais c'est un dieu assez vindicatif. Et de toute façon, c'est la règle, Poséidon doit venger son fils. Même s'il ne l'aime pas beaucoup, Polyphème est son fils, Ulysse lui a crevé l'œil, et pour venger son fils, que va faire Poséidon? Il va, si je puis dire, pourrir la vie d'Ulysse. Il va l'empêcher de rentrer chez lui. Et si un jour vous avez envie de relire l'Odyssée, ou peut-être de lire l'Odyssée, vous verrez que, et c'est très très profond philosophiquement, vous verrez que tous les obstacles que Poséidon va semer sur la route d'Ulysse Véritax, sur le retour d'Ulysse Véritax, tous les obstacles sont liés à l'oubli. Il s'agit de faire oublier à Ulysse le sens de sa vie, qui est d'aller, encore une fois, du chaos vers l'harmonie. Le chant des sirènes fait perdre la mémoire. Les grains de lotus font perdre la mémoire. Le chant de la magicienne, Circé, fait perdre la mémoire. Les sommeils subites qui s'emparent d'Ulysse au moment où il approche la côte d'Ithaque et il s'endort et le vent le repousse vers le cœur de la mer et il est à nouveau perdu. Tout cela, ce sont des figures de l'oubli. Chaque fois, il s'agit de lui faire oublier le sens de sa vie, qui est d'aller vers l'harmonie, vers la vie bonne. C'est ça l'idée. Eh bien, parmi toutes les figures de l'oubli, il y a une figure charmante qui va vous permettre de voir exactement, de manière très précise et très concrète, la différence entre une spiritualité religieuse et une spiritualité laïque ou philosophique. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que vous allez voir comment les Grecs, pour la première fois probablement dans l'histoire de l'humanité, vont définir la vie bonne sans recourir à Dieu et sans recourir à la foi. Et c'est en cela que cette histoire d'Ulysse est la matrice de la philosophie comme spiritualité laïque. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle figure de l'oubli qui va faire perdre beaucoup de temps à Ulysse, 7 ans exactement sur les 10 années de son retour vers Ithaque? Eh bien, cette figure de l'oubli porte un très joli nom, elle s'appelle Calypso. Calypso est une divinité charmante, comme toutes les déesses, elle est sublimissime, elle est d'une beauté absolue, comme toutes les divinités, elle est immortelle, et lorsque Ulysse pose le pied sur l'île de Calypso pour faire eau, comme on dit, pour remettre des vivres et de l'eau dans son bateau, eh bien, dès que Calypso aperçoit Ulysse, elle tombe raide, folle, amoureuse de lui. Et elle décide de le garder sur son île. Calypso en grec, ça vient du verbe kaluptein, qui veut dire cacher. Eh bien, la petite Calypso, qui est ravissante, va décider de cacher Ulysse sur son île le plus longtemps possible. Elle est folle amoureuse de lui.
l'île est un paradis. Homère prend soin de dire, il y a une phrase très parlante, que Calypso essaye de faire oublier à Ulysse Pénélope et Ithaque, toujours les figures de l'oubli. Et donc Calypso organise la vie d'Ulysse de la façon la plus douce et la plus agréable qui soit. L'île est un paradis, et c'est vraiment une île paradisiaque. Il y a autour des deux amants, parce qu'elle passe son temps à coucher avec lui, toute une série de nymphètes qui s'organisent pour rendre la vie des amants particulièrement douce et agréable. Tout ça a l'air en effet paradisiaque. Et pourtant, chaque soir, Ulysse va s'asseoir sur un rocher, il regarde la mer, il regarde la direction d'Ithaque et il pleure toutes les larmes de son corps. Alors qu'il devrait être follement heureux, il a tout pour être heureux. Il pleure, pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place dans l'univers, il n'est pas encore rentré chez lui, il n'a pas retrouvé la vie bonne. On verra pourquoi tout à l'heure l'idée d'être à sa place est cruciale dans la philosophie grecque et déjà dans l'histoire d'Ulysse. Alors, il pleure pendant 7 ans. Et puis à un moment, pour des raisons que je ne raconte pas là, ce serait trop long, eh bien, Athéna prend Ulysse en pitié. Athéna, la fille préférée de Zeus, et elle demande à son père de donner l'ordre à Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui. Alors Zeus envoie Hermès, son messager, dire à Calypso qu'elle doit laisser Ulysse rentrer chez lui. Et Calypso est folle de rage et de désespoir, les deux. Elle peste contre les dieux qui disent, elle leur dit, mais voilà, dès que nous, les divinités, nous tombons amoureuses d'un mortel, vous nous punissez. Mais en plus, elle est désespérée parce qu'elle aime vraiment Ulysse. Et alors c'est là qu'elle va inventer un stratagème qui va vous permettre de voir exactement la différence entre une spiritualité religieuse et une spiritualité philosophique ou laïque. Et ce petit moment-là est pour moi le point de départ de la philosophie. On le retrouvera chez Platon tout à l'heure, et c'est évidemment crucial à proprement parler. On est à la croisée des chemins entre religion et philosophie. Pourquoi? Que dit Calypso à Ulysse? Elle lui dit ceci. Elle lui dit, si tu restes avec moi malgré l'ordre de Zeus, donc si tu restes avec moi volontairement, eh bien je t'offrirai ce qu'aucun mortel n'a jamais pu obtenir. Et elle va lui faire une promesse religieuse, une promesse quasiment chrétienne, on pourrait dire, juste pour me faire comprendre. Elle lui dit, si tu restes avec moi, je t'offrirai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et d'ailleurs, c'est assez comique parce qu'elle ajoute à l'immortalité, qui est au fond la divinisation d'un humain, elle va le transformer en immortel, c'est-à-dire en Dieu. Elle ajoute la jeunesse éternelle parce qu'elle pense, et c'est dans le texte d'Homère, c'est assez drôle, un précédent fâcheux, une divinité comme elle qui s'appelait Aurore, la fameuse Aurore aux doigts de rose. Eh bien, Aurore était tombée comme Calypso, amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titon. Elle avait demandé, elle aussi, l'immortalité pour son homme, pour le garder avec elle, mais elle avait oublié la jeunesse. Alors, pas de chance, le type se ratatine dans un coin du palais, devient totalement impropre à la consommation, et comme elle ne peut pas le tuer, Aurore le transforme en cigale pour s'en débarrasser. Alors, la petite Calypso dit à Ulysse, je ne ferai pas cette erreur, je te donnerai en plus de l'immortalité la jeunesse. Voyez en quel sens c'est au fond une promesse religieuse. Il s'agit de dépasser la condition de mortel, de dépasser la condition humaine pour accéder à l'immortalité. C'est une promesse d'immortalité comme en feront la plupart des grandes religions. Et Ulysse, tenez-vous bien, Ulysse refuse. Et ce refus d'Ulysse, c'est la naissance de la philosophie en grec. Pourquoi? Parce que ce refus d'Ulysse, il signifie ceci, c'est qu'aux yeux d'Ulysse, une vie de mortel réussie, une vie bonne de mortel est préférable à une vie d'immortel raté. Et pour lui, une vie d'immortel raté, c'est une vie délocalisée, une vie loin de chez soi, une vie loin de soi, puisqu'en acceptant le statut de divinité lui-même, il cesserait d'être un humain, il ne serait plus lui-même, il cesserait d'être Ulysse. Et au fond, il cesserait d'être authentique. Et donc, on voit dans ce refus d'Ulysse, en creux, apparaître la première définition laïque, non religieuse, philosophique de la vie bonne. Et cette définition de la vie bonne, elle va déjà chez Homère, avant qu'elle ne soit reprise par Platon, par Aristote, par les stoïciens en particulier. Il y aura aussi une contre-culture dans la philosophie grecque. Il y aura les atomistes, les sophistes, les épicuriens qui ne seront pas d'accord avec cette définition de la vie bonne. Mais là, chez Ulysse, on va voir naître la grande tradition de ce qu'on a appelé les sagesses du monde, les sagesses cosmologiques, c'est-à-dire la tradition philosophique de Platon, d'Aristote et des stoïciens. Eh bien, cette définition de la vie bonne qui émerge, je puis dire, qui surgit, qui apparaît chez Ulysse, qui apparaît chez Homère, elle va comporter 3 éléments. Et voilà, je vous les indique parce que ces 3 éléments permettent de comprendre concrètement
ce que c'est qu'une spiritualité laïque, c'est-à-dire une définition non religieuse de la vie bonne, encore une fois. C'est pas une formule, c'est vraiment un immense projet philosophique qui se dessine derrière cette idée de spiritualité laïque, et un projet qui est extraordinairement puissant et concret en même temps. Quels sont ces trois éléments de la vie bonne tels que la sagesse d'Ulysse va les léguer aux grands philosophes? Les philosophes n'auront plus, au fond, qu'à reprendre cette définition de la vie bonne pour la formuler de façon rationnelle, sécularisée, philosophique, en quelque sorte, conceptuelle, si vous voulez. Mais la définition va largement rester la même. Eh bien, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est que le sage, il s'agit toujours de quête de la sagesse, philosophia. Le sage est d'abord et avant tout celui qui accepte la condition de mortel. C'est-à-dire qui accepte d'être lui-même et de ne pas devenir un dieu, de ne pas se transformer en autre chose qu'un humain. Ça signifie quelque chose d'extraordinairement profond. Un grand programme philosophique est en train de naître. Le sage est celui qui est capable de vaincre les peurs, c'est ça que ça veut dire. Les peurs sociales, les peurs que les psychanalystes appelleraient psychiques, les phobies par exemple, mais aussi la grande peur, qui est la peur de la mort, la peur de sa mort, mais aussi la peur de la mort des gens que nous aimons. Le sage est d'abord et avant tout celui qui parvient à la sérénité en ayant vaincu les peurs. Ça trace là l'un des grands programmes de la philosophie grecque, vaincre les peurs. Le deuxième élément, extraordinairement profond, c'est que le sage est celui qui parvient à vivre au présent. Ce que Nietzsche appellera l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du fatum, de ce qui est là devant nous, du destin, l'amour de son sort. Pourquoi? Eh bien parce que les Grecs pensaient, et c'est déjà présent dans Homère, ce sera repris notamment par les stoïciens, nous y reviendrons en étudiant les stoïciens, les Grecs pensaient que deux grands mots MAUX pesaient sur la vie humaine, le passé et le futur. Pourquoi? Parce que le passé, quand il a été heureux, nous tire en arrière par un sentiment très puissant que les romantiques exploreront, qui est la nostalgie du bon vieux temps. Et puis quand il a été malheureux, le passé nous tire en arrière par d'autres passions, ce que Spinoza appellera les passions tristes, les remords, les regrets, les culpabilités qui nous réveillent la nuit. Et puis quand on arrive à s'arracher, quand on parvient à s'arracher au passé, à la nostalgie, au regret, aux remords, aux culpabilités, eh bien généralement, on est pris par une autre illusion, ainsi pensaient les Grecs, on est pris par une autre illusion qui est l'illusion du futur, l'illusion de l'espérance. Ça ira mieux après. Tu parles. Tout le thème des lettres à Lucilius de Sénèque, un grand stoïcien romain, est centré sur cette idée que non, ça n'ira pas mieux après. On s'imagine que ça ira mieux quand on aura changé de ceci, de cela, de chaussures, de coiffure, de voiture, de mari, de femme, de maison, de ce que vous voudrez. Eh bien, dit Sénèque, c'est une grande illusion. En fait, le passé et le futur nous empêchent de vivre au présent. Carpe diem, dira Horace, nous empêche d'aimer le présent. Amor fati, à nouveau, dira Nietzsche. Au fond, mon ami André Comte-Sponville a une très jolie formule d'inspiration stoïcienne. Il dit « Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins ». Ça veut dire quoi? À vivre un peu moins dans le passé, à espérer un peu moins, c'est-à-dire à vivre un peu moins dans le futur, et à aimer un peu plus, à vivre un peu plus dans le présent. Or, regardez l'histoire d'Ulysse, elle est magnifique. Ulysse, pendant les 20 années que dure d'un côté la guerre de Troie et de l'autre côté son retour à Ithaque, 20 années délocalisées, comme je disais tout à l'heure, eh bien, Ulysse est toujours dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance d'Ithaque, jamais dans l'amour d'Ithaque. Il ne vit pas au présent. Il est toujours dans ces deux étaux, si je puis dire, dans ces deux mâchoires de l'étau, plutôt que sont d'un côté le passé, de l'autre le futur, qui sont des formes du néant, puisque le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, de telle sorte qu'il n'est jamais dans la réalité du présent, jamais dans l'amour du présent. Le sage est celui qui parvient à espérer un peu moins, à regretter un peu moins, à aimer un peu plus. Voilà la deuxième idée qui se dégage de l'histoire d'Ulysse et qui va permettre aux philosophes, après Homère, de définir la vie bonne. Accepter la mort, la condition de mortel, être capable de vivre au présent. Ça veut dire quoi? D'habiter le présent. Lorsque Ulysse, à la fin de l'Odyssée, retrouve Pénélope, sa femme, il se retrouve dans le lit nuptial et les dieux vont distendre l'instant des retrouvailles pour qu'il puisse passer une très très grande nuit. Combien de temps elle dure, on ne sait pas, puisque l'instant est distendu. Mais symboliquement, ça veut dire que cet instant présent, cet instant distendu, cet instant où Ulysse enfin cesse d'être dans le passé ou dans le futur, cesse d'être dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance d'Ithaque, eh bien, ce moment présent, il n'est plus relativisé par le passé et par le futur, il est au fond ce que Nietzsche appellera très joliment un fragment d'éternité, un atome d'éternité.
Et le sage est celui qui est capable d'habiter le présent comme s'il était l'éternité. Et puis la troisième condition de la vie bonne, c'est que lorsque Ulysse parvient à se réconcilier avec l'ordre cosmique, lorsqu'il retrouve sa place dans l'ordre cosmique, un peu, pardon de la comparaison légèrement triviale, mais souvent, à la fin de l'été, on nous raconte l'histoire de ces petits chats ou de ces petits chiens qui ont été perdus sur l'autoroute et qui mettent 800, 900 kilomètres à retrouver leur maison. Ils y arrivent, ils sont exactement comme cet Ulysse qui lui aussi veut retrouver sa maison. Eh bien, lorsqu'on retrouve sa maison, lorsqu'on parvient à s'ajointer, si je puis dire, à s'ajuster à l'ordre du monde, à l'ordre cosmique, comme le cosmos pour les Grecs est éternel, eh bien, on comprend à ce moment-là, où on est dans le présent, réconcilié avec l'ordre cosmique, qu'on est soi-même comme un fragment d'éternité, un fragment de cosmos, et que du coup, la mort n'est rien pour nous. La formule est épicurienne, mais elle pourrait être utilisée par les stoïciens. Le sage comprend que la mort n'est qu'un passage, et que finalement, ça n'est pas si grave que cela. Grand thème stoïcien, là aussi, qu'on retrouvera plus tard, mais qu'on trouve aussi chez Platon et chez Aristote, avec cette idée qu'on trouve dans le Timée de Platon, une des grandes œuvres de Platon, où à la fin de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, le grand livre d'éthique d'Aristote, qu'il faut se rendre immortel autant qu'il est possible. Eh bien, le meilleur moyen de se rendre immortel, c'est de vivre au présent et de s'ajuster à l'ordre cosmique, parce que là, on devient, encore une fois, comme un fragment d'éternité. Alors la philosophie, elle va transformer ce message d'Homère, elle va transformer ce message de la mythologie grecque, ce message d'Ulysse, qui est le premier grand sage grec d'une certaine manière, elle va le transformer et elle va prendre 3 directions. Alors je les indique, ce sera le dernier préalable, et je rentre après dans l'œuvre de Platon. Elle va transformer ce message en étudiant 3 grands axes. Et toutes les grandes philosophies, depuis Platon jusqu'à Heidegger, auront ces 3 grands axes. Il y a un premier grand axe qui est la connaissance, ce qu'on appelle la théoria, la contemplation du monde. À quoi sert la connaissance? Il s'agit de se faire une idée de ce qu'est, je dirais, le terrain de jeu de l'existence humaine. Le terrain de jeu, c'est là que nous allons jouer nos existences, c'est dans ce monde que nous allons jouer nos existences, et il s'agit de savoir si ce monde est aimable ou pas, s'il est favorable ou pas, s'il est beau ou pas, s'il est connaissable ou pas. Il s'agit non pas d'une interrogation scientifique, les sciences sont toujours partielles, les vraies sciences sont toujours partielles, sciences de l'organisme, la biologie, sciences de la société, sociologie, etc. Mais là, il s'agit de se faire une vision du monde, si je puis dire, une vision du terrain de jeu de l'existence humaine. Ça, c'est la théoria, c'est la théorie de la connaissance. Et puis le deuxième axe de la philosophie, c'est de comprendre les règles du jeu. Dans tous les jeux, il y a des règles. Et ça, ce sera la dimension morale de la philosophie. Quelles sont les règles du jeu? Et puis il y a une troisième dimension qui est plus haute que les 2 autres, mais elles sont toutes importantes. C'est la dimension de sens. Quel est le but du jeu? À quoi jouons-nous? On voit très bien à quoi joue Ulysse. Ulysse, il joue à chercher la vie bonne. C'est ça le sens de sa vie. Il veut retrouver l'harmonie, il veut retrouver Ithaque. Le sens de sa vie est là. Et donc, il est dans la vie, le sens de sa vie. Il s'agit de retrouver Ithaque. Eh bien, c'est le but du jeu d'Ulysse, si je puis dire. Il est dans un terrain de jeu qui s'appelle le cosmos. Il a certainement une morale, on y reviendra, mais il a surtout l'idée du sens de sa vie qui est de rejoindre Ithaque, de rejoindre Pénélope et Télémaque. Et cette question, c'est celle qu'on pourrait appeler la question du salut. Au fond, Ulysse n'est sauvé. Salut, vous savez, en français comme dans toutes les langues, d'ailleurs, le salut renvoie à l'idée de sauvetage. Le salut, c'est être sauvé. Trouver son salut, c'est être sauvé. De quoi? Notamment de la mort ou de la peur de la mort. Eh bien, le salut, il se trouve pour Ulysse à Ithaque. Lorsque Ulysse est réconcilié avec Ithaque, il est en quelque sorte dans un instant d'éternité, comme je le disais tout à l'heure. Il est sauvé d'une certaine manière. Il est enfin dans la sérénité, sinon dans le bonheur. Venons-en maintenant à Platon lui-même. Et on va voir comment, au fond, toute la philosophie de Platon va être une sécularisation, une formulation rationnelle des grands thèmes qui sont déjà développés dans l'Odyssée d'Homère. Et on voit la rupture avec le mythe dans la forme que la philosophie de Platon va prendre pour l'essentiel, qui est la forme du dialogue. Presque toutes les œuvres de Platon, il y a quelques exceptions, je ne vais pas les citer, mais vous les trouverez facilement. Mais presque toutes les œuvres de Platon sont des dialogues, et presque tous les dialogues de Platon mettent en scène un personnage principal qui est Socrate. Socrate qui fut le maître de Platon, dont Platon a suivi l'enseignement pendant presque une dizaine d'années lorsqu'il était jeune, et qui a évidemment marqué de son empreinte philosophique toute la réflexion ultérieure de Platon. Et donc pour l'essentiel, la philosophie va commencer par prendre la forme du dialogue et même de la dialectique, c'est-à-dire
une tentative de surmonter les contradictions pour parvenir à la vérité. Contradiction entre quoi? Contradiction entre les opinions qui s'affrontent sur un même sujet. Rentrons maintenant dans le détail et voyez comment, en analysant, en regardant les caractéristiques du dialogue platonicien, on va trouver le meilleur fil conducteur pour entrer dans la philosophie de Platon. Et on voit là comment la philosophie est à la fois une reprise des thèmes de la mythologie et en même temps une rupture avec la mythologie. La forme est rationnelle, mais le contenu est pratiquement le même que celui de l'Odyssée d'Homère. C'est ça qui est très intéressant. Jean-Pierre Vernant avait vu ça magnifiquement. Jean-Pierre Vernant qui était un très grand helléniste, un très grand spécialiste de la pensée grecque, et il avait très bien vu comment à la fois la philosophie rompait avec le mythe. Mythos et logos, c'est pas la même chose. La présentation rationnelle et la présentation mythique ne sont pas les mêmes. Mais comment, en même temps, la philosophie n'était rien d'autre qu'un héritage de la mythologie, une traduction conceptuelle de la mythologie. Alors, regardons les caractéristiques du dialogue et vous verrez comment ces caractéristiques du dialogue vont vous donner les clés pour visiter, si je puis dire, le palais Platon, le château de Platon. C'est les clés du gardien. On va les regarder une à une. C'est un trousseau de clés, en vérité, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est un joli trousseau. D'abord, les dialogues platoniciens, ils commencent tous par ce que Aristote appellera une topique. Ça veut dire quoi? En grec, vous le savez peut-être, le mot topos veut simplement dire le lieu. Ça a donné par exemple topologie en français ou topographie. Topos, c'est le lieu. Eh bien, tous les dialogues de Platon commencent par des lieux communs, c'est-à-dire les opinions. La doxa, c'est l'opinion en grec. Eh bien, tous les dialogues de Platon vont commencer par un repérage des opinions qui traînent, si je puis dire, des opinions courantes, qui traînent autour d'un sujet. Alors on va discuter par exemple du courage, c'est un peu comme dans les dissertations de philosophie pour nos élèves de terminale. On va choisir un sujet, la vérité, la justice, le courage, la beauté, ce que vous voudrez. Ou une question, est-ce que la justice peut s'enseigner? Est-ce que la vertu peut s'enseigner? Peu importe, on va tirer, si je puis dire, un sujet, comme au bac ou comme à l'agrégation, et puis on va repérer les opinions qui traînent, les opinions qui courent sur le sujet. C'est la topique, les lieux communs. Et puis on va frotter, si je puis dire, entre elles les opinions. Socrate va animer le débat, il va montrer que les opinions se contredisent entre elles, et puis quand quelqu'un tient vraiment à son opinion, il va lui montrer éventuellement qu'il se contredit lui-même. C'est tout le travail de Socrate, c'est d'essayer de montrer ce qui est contradictoire dans une opinion. Et puis, en surmontant les contradictions, on essaye de parvenir à l'idée vraie, c'est-à-dire à l'idée qui, elle, est non contradictoire, qui surmonte les contradictions et qui, surmontant les contradictions, apparaît comme la vérité. Ce qui caractérise le dialogue platonicien, dira Nietzsche, c'est la volonté de vérité. C'est l'idée que les interlocuteurs sont de bonne foi. Alors certains sont de mauvaise foi, ça s'appelle les sophistes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais globalement, Socrate et ses interlocuteurs non sophistiques, si je puis dire, sont de bonne foi, ils cherchent la vérité. Il n'y a au fond que deux philosophes qui remettront ce postulat en question, que la philosophie est recherche de la vérité, c'est Rousseau et Nietzsche finalement. Mais sinon, tous les philosophes seront, de ce point de vue-là, des platoniciens, tous les scientifiques seront des platoniciens, c'est-à-dire qu'ils considéreront que le but de la réflexion philosophique ou scientifique, eh bien, c'est de parvenir à des vérités qui sont non contradictoires. Là, le trait caractéristique de la vérité, c'est la non-contradiction, alors que le trait caractéristique de la doxa, de l'opinion, c'est que la plupart du temps, elle s'empêtre dans des contradictions que Socrate essaye de dépasser, et il essaye de faire en sorte que ses interlocuteurs eux-mêmes dépassent par eux-mêmes la contradiction, comme un professeur de philosophie invite ses élèves à réfléchir d'une certaine manière. C'est le modèle du professeur de philosophie. Ça, c'est la première caractéristique du dialogue, c'est la topique, le fait qu'on part des opinions et qu'on essaye de dépasser les opinions pour accéder à la vérité. On dépasse les apparences pour aller vers l'idée vraie. L'idée non contradictoire, stable, l'idée qui vaut en tout temps, en tout lieu, qui vaut pour tous les êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, puissants ou faibles. La vérité est démocratique, dira Nietzsche à propos de Platon. Il dira, la vérité platonicienne est plébéienne. Pourquoi? Parce qu'elle vaut pour tout le monde, elle vaut en tout temps, en tout lieu, et pour tous les êtres, quels qu'ils soient. Et en un sens, c'est vrai, il y a quelque chose de profondément démocratique dans l'idée même de la recherche d'une vérité qui vaut pour tous. La deuxième caractéristique, et celle-là est absolument fondamentale, elle va nous permettre de comprendre comment Platon construit une théorie de la vérité qui va traverser toute l'histoire de la philosophie jusqu'à Marx, compris, et même jusqu'à Heidegger. Une théorie de la vérité qui va être une réponse à un sophisme.
Un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux, mais qui a l'air vrai, pour dire les choses simplement. Quel est le sophisme? Le sophisme, il est exposé dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, du nom d'un interlocuteur de Socrate. Et le sophisme est le suivant. Vous le trouverez exposé. Oh, je donne quand même quelques références pour ceux qui veulent aller voir les textes. C'est en 80 E. C'est la manière dont on cite les pages des œuvres de Platon. 80 E, ça vous permet, dès que vous ouvrez un dialogue de Platon, de retrouver tout de suite le passage. Eh bien, le paradoxe, le sophisme, le paradoxe sophistique est le suivant. Que dit le sophiste à Socrate? Il lui dit, on ne peut pas chercher la vérité. L'idée même de recherche de la vérité est absurde. Pourquoi, dit le sophiste à Socrate? Eh bien, le sophiste dit à Socrate, de deux choses l'une. Ou bien nous avons déjà la vérité, et alors ça n'est pas la peine de la chercher, puisqu'on l'a déjà. C'est absurde. Si nous avons déjà la vérité, par définition, nous ne la cherchons pas, puisque je l'ai déjà. Ou bien nous ne l'avons pas, la vérité, et dans ce cas-là, nous ne la trouverons jamais. Pourquoi on ne la trouvera jamais, la vérité? Dit le sophiste, je continue le paradoxe, eh bien, on ne trouvera jamais la vérité parce que, parmi toutes les opinions qui traînent, parmi toutes les opinions courantes, il faut, pour distinguer celles qui sont vraies de celles qui sont fausses, un critère. En grec, critère, ça vient du verbe krinein, qui veut dire distinguer, séparer. Ça a donné crible, séparer le bon grain de l'ivraie. Eh bien, le crible, le tamis, le critère, eh bien, c'est ce qui est nécessaire pour, si jamais on tombe par hasard sur la vérité, parmi toutes les opinions qui traînent, reconnaître la vérité et la distinguer des opinions fausses. Il faudrait donc un critère pour distinguer la vérité de l'opinion fausse, et pour que ce critère soit un bon critère, ainsi continue le sophiste pour embêter Socrate, eh bien pour que le critère soit un bon critère, il faudrait qu'il soit lui-même vrai. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit un vrai critère. Et donc, pour trouver la vérité, il faut déjà la posséder. Voilà le paradoxe sophistique. Donc soit vous l'avez déjà et vous ne la cherchez pas, soit vous la cherchez, ça veut dire que vous ne l'avez pas, mais vous ne la trouverez jamais. Voilà, parce que vous n'aurez jamais le moyen de reconnaître parmi les opinions qui traînent, celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Alors, le paradoxe n'est pas très puissant, mais la réponse est absolument géniale. Et la réponse, c'est toute la philosophie de Platon qui va être contenue dans la réponse que je vais maintenant vous indiquer, et qui est sublime, qui est magnifique, qui est très profonde. Platon va répondre ceci aux sophistes. Platon-Socrate, je ne fais pas la différence entre les deux ici. Il y en a sans doute, mais c'est trop long. La théorie platonicienne de la vérité, qui est une réponse à ce paradoxe sophistique, eh bien la théorie platonicienne de la vérité, elle va dire en gros ceci, et même en détail. Elle va dire, voilà, notre rapport à la vérité passe par trois phases. Il y a trois temps. Premièrement, nous avons connu la vérité. Et oui, nous l'avons connue, la vérité. Nous l'avons connue, la vérité, avant notre naissance. Avant notre naissance, quand l'âme n'était pas prisonnière du corps, prisonnière d'un corps sensible, avec les cinq sens, eh bien, quand l'âme était encore toute seule, avant qu'elle ne tombe, c'est la chute, dans un corps, et vous connaissez peut-être ce jeu de mots en grec que Socrate, évidemment, avance dans ce contexte, à savoir que le corps, soma, est une prison. Séma, en grec, soma, c'est le corps, ça donnait par exemple somatisé, séma, c'est la prison. Eh bien, le corps, soma, est une prison pour l'âme. Eh bien, avant que l'âme ne soit emprisonnée dans ce corps sensible, elle voyait les idées, elle contemplait les idées, elle pouvait voir la vérité, elle était encore dans le ciel, dans le paradis, si je puis dire, et elle contemplait les idées, elle voyait la vérité. Et puis, le deuxième temps, c'est la chute, c'est-à-dire la naissance. L'âme tombe dans un corps qui est une prison sensible, si je puis dire. C'est la caverne de Platon. Et cette âme, elle tombe dans un corps, c'est la chute, c'est la souffrance de la naissance. Pourquoi le sensible nous trompe? Ça, c'est le point important. Pourquoi c'est une chute au sens d'un déclin, d'une décadence? Eh bien, parce que le sensible, il a cette caractéristique, je vais le dire très simplement, de nous faire prendre des choses identiques pour des choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en hiver, eh bien, on va toucher de l'eau qui est transformée en glace. Elle est dure, elle est froide. Et nous n'avons pas, si nous en restons à la simple sensation, nous n'avons pas l'idée que cette eau est la même
que celle dans laquelle on s'est baigné en été et qui était douce et chaude et liquide. Et donc le sensible, si on en reste au seul sens, nous fait croire que deux choses qui sont en vérité identiques, la glace et puis l'eau tiède, sont deux choses différentes. Il faut donc dépasser le sensible par l'intelligence pour accéder à l'idée de l'eau. Aujourd'hui on dirait H2O, c'est la formule commune. Eh bien il faut dépasser le sensible pour accéder à l'intelligence de l'idée, et dépasser le sensible, c'est sortir de la caverne, pour reprendre la métaphore platonicienne. C'est sortir du corps, d'une certaine manière, c'est se débarrasser de ce monde d'illusion, d'apparence, qu'est le monde de la sensibilité. Et voilà le troisième temps. Le troisième temps, c'est ce que Platon appelle la remémoration, en grec ça se dit anamnèse, c'est-à-dire tout ce travail par lequel on va, après la chute de l'âme dans un corps sensible qui l'emprisonne, on va faire ce travail, c'est le travail de Socrate, ce travail de remémoration d'une vérité qu'on a déjà connue, mais qu'on a perdue. En quoi la connaissance est reconnaissance, la connaissance est souvenir. Et voilà pourquoi, quand on retrouvera la vérité, eh bien, on saura que c'est la vérité puisqu'on la connaissait avant. Et voilà comment on répond au paradoxe sophistique. Théorie de la vérité en 3 temps. Nous avons connu la vérité, il y a la chute dans le corps sensible, on perd la vérité, et puis il y a un long travail douloureux de retour à la vérité, c'est la sortie de la caverne qui nous permet en effet de reconnaître la vérité. En allemand, c'est tout à fait comme en grec, kennen se dit erkennen, connaître, c'est reconnaître, c'est un travail de remémoration. Et voilà pourquoi Socrate, troisième caractéristique de ces dialogues, voilà pourquoi Socrate va se comparer toujours à une sage femme. Sa mère était sage-femme, ça on le sait. Le travail de l'accouchement en grec, ça se dit la maïotique. Eh bien, la maïotique socratique, ça consiste à accoucher non pas les corps des femmes, mais les esprits des hommes, dit-il dans le Théétète. Eh bien, il dit que son travail n'est pas d'apporter la vérité de l'extérieur, comme un dogmatique apporterait la vérité de l'extérieur en disant « écoutez-moi, je vais vous dire la vérité ». Non, le travail de Socrate, c'est un travail qui aide à la remémoration. Il aide son interlocuteur à se souvenir en lui posant des questions. C'est pourquoi il se compare à un taon ou à une torpille, un taon, l'insecte qui pique, parce qu'il va asticoter son interlocuteur, lui poser des questions jusqu'à ce qu'il retrouve la vérité. Et dans le Ménon, le dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, Socrate prend un petit esclave pour montrer à Ménon que le petit esclave peut retrouver la vérité sans qu'on lui apporte la vérité de l'extérieur, et il fait retrouver le théorème de Pythagore sans rien apporter de l'extérieur, simplement en lui posant les questions pour montrer que le petit esclave lui-même connaissait déjà la vérité, qu'il l'a oubliée, c'est le deuxième temps, et qu'il peut la retrouver par l'anamnèse, par la maïotique, si on l'aide en lui posant les questions qui conviennent. Alors évidemment, quatrième caractéristique du dialogue, comme sage-femme, Socrate est toujours dans l'ironie, comme le professeur de philosophie. Pourquoi? Parce que Socrate dit toujours « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, tu parles ». Évidemment qu'il a déjà fait le trajet. Socrate est déjà sorti de la caverne, il a déjà fait le travail de l'anamnèse, il sait où il va. Et donc il est toujours dans une espèce de dédoublement qu'on va appeler l'ironie socratique. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il fait semblant de ne pas savoir. Donc il pose des questions qui sont faussement naïves, comme le professeur de philo, lorsqu'il pose des questions à ses élèves, sait en tout cas, sinon la vérité, du moins là où il veut en venir. Socrate sait où il veut aller, il sait où il veut emmener son interlocuteur. Alors si l'interlocuteur est de bonne foi, ça marche. S'il est de mauvaise foi, on dit que les dialogues sont aporétiques, ça veut dire qu'ils ne débouchent pas sur une solution, ils s'arrêtent, ils tournent court. Mais dans tous les cas de figure, Socrate est dans une position d'ironie. C'est ce que lui reprochera Nietzsche quand on abordera la philosophie de Nietzsche, on reviendra à cette idée. Nietzsche reprochera à Socrate d'être un philosophe réactif. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte rien. Il ne fait que persécuter ses interlocuteurs. Il a, dira Nietzsche, la méchanceté du rachitique. Au fond, il est incapable, comme un vrai aristocrate, de poser des valeurs, de créer des valeurs. Il ne fait que négativement accoucher des esprits qui ne sont même pas le sien. Socrate le dit déjà lui-même. Il connaît déjà ce reproche. Il en parle déjà dans le Théétète en particulier, donc un des grands dialogues de Platon. Mais nous y reviendrons. Nietzsche reprochera à Socrate d'être l'homme du ressentiment. Celui qui met les autres en difficulté en posant des questions, méchanceté de rachitique, dit-il encore une fois, l'homme du ressentiment, l'homme qui donne mauvaise conscience à ses interlocuteurs, qui les met en difficulté, il s'empêtre un peu comme l'albatros de Baudelaire, qui n'arrive pas à décoller, il s'empêtre dans leurs contradictions, mais il n'apporte rien. Alors, bien sûr, du point de vue de Nietzsche, c'est un grand défaut de la philosophie socratique, du point de vue de Socrate, c'est tout son mérite.
lui ne cesse de revendiquer le fait que son seul travail, c'est la maïeutique. C'est le même travail que celui de sa mère, c'est le travail d'accoucheur, de sage-femme. Et évidemment, pour Socrate, c'est le meilleur de la philosophie, puisque c'est une philosophie non dogmatique. C'est une philosophie qui ne terrorise pas l'interlocuteur, l'élève, mais qui lui fait remémorer la vérité, se remémorer ce qu'il a déjà su. Et au fond, c'est une philosophie de l'autonomie, du penser par soi-même. Une cinquième conséquence, ou une cinquième caractéristique du dialogue, c'est le fait que cette philosophie de la vérité est en même temps une théorie du plaisir et de la douleur. C'est très profond chez Platon. Il faut voir le lien entre théorie du plaisir et de la douleur et théorie de la vérité. Pourquoi ? Eh bien parce que, prenons la douleur, elle a les mêmes 3 temps. Les 3 phases de la théorie de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la douleur ? On part d'un équilibre, l'organisme est en bon état, tout va bien. Et puis il y a une rupture brutale d'équilibre. Par exemple, on se coupe le doigt avec un couteau. Ça correspond à la chute, qui est la naissance, dans la théorie de la vérité. Et puis, le retour à l'équilibre est lent. Ça correspond à l'anamnèse, à la remémoration. Je suis en équilibre, je me coupe le doigt, et la cicatrisation est lente. Ça, c'est la douleur. Le plaisir, c'est l'inverse, mais toujours avec 3 temps. Je suis dans un état d'équilibre. La rupture d'équilibre est lente. Le modèle, c'est la soif ou la faim. Je ne m'aperçois même pas que j'ai soif, que j'ai faim, ça prend du temps, mon corps se dessèche. Et en revanche, le retour à l'équilibre est très rapide. Je bois un grand verre d'eau glacée et c'est un vrai bonheur. Et donc, on a là une théorie du plaisir et de la douleur qui est de la même structure que la théorie de la vérité. Et ça permet de comprendre pourquoi la sortie de la caverne est douloureuse. C'est très important. Ça permet de comprendre pourquoi la vie philosophique est rare. Peu de gens auront le courage de vivre une vie philosophique, c'est une vie consacrée à la connaissance des idées, parce que ça fait mal de sortir de la caverne. Quand on arrache le prisonnier à la caverne, il a mal aux yeux, le soleil l'éblouit, ça lui fait du mal, le chemin qui va vers la vérité est rocailleux, il est escarpé, il est fatigant, et donc la vie philosophique sera malheureusement réservée à une petite élite. On est dans une vision aristocratique de la philosophie, mais il fallait voir comment c'était lié à une théorie du plaisir et de la douleur. Une 6e caractéristique du dialogue, elle s'enchaîne, elle se complète, ça forme un merveilleux système en un sens, eh bien c'est que Socrate, Platon, va inventer une nouvelle signification de la célébrissime devise qui orne le temple de Delphes et qui parcourt toute la mythologie grecque. La devise du temple de Delphes, c'est « Connais-toi toi-même ». Et puis elle est à côté d'une autre devise qui est la devise suivante « Rien de trop ». En vérité, connais-toi toi-même, rien de trop. Dans la mythologie grecque, dans la culture grecque, chez Homère par exemple, chez Hésiode et dans tous les grands mythes grecs, ça a une signification qui n'est pas du tout celle qu'on croit. Connais-toi toi-même et rien de trop, ça veut dire reste à ta place. Connais-toi toi-même, sache qui tu es, ne pêche pas par hubris, comme disent les Grecs. L'hubris, c'est quoi? C'est l'arrogance, c'est la démesure. L'hubris, c'est par exemple quand Tantale se prend pour un dieu. Il invite les dieux à dîner chez lui, ce qui est déjà une forme d'arrogance, de prétention. Tantale n'est qu'un humain. Il croit qu'il est au même niveau que les dieux ne sont pas omniscients. Alors pour tester les dieux, il leur fait manger son fils, Pélops. Il a tué son fils, il le fait cuire, il invite les dieux, il leur sert la chair, la viande de son fils à dîner. Et évidemment, les dieux s'en aperçoivent, sauf Déméter qui a la tête ailleurs, qui mange un petit bout d'épaule, c'est un joli mythe. Mais les dieux s'en aperçoivent et punissent Tantale. Et comme toujours, les punitions dans la mythologie, elles sont en rapport avec le péché commis. Il a péché par la cuisine, si je puis dire, il sera puni par la cuisine. Le supplice de Tantale, comme vous savez, c'est qu'il est condamné à avoir faim et soif. Mais n'oubliez pas que dans le supplice de Tantale, il y a quelque chose de plus. Il y a un rocher qui, dans l'Hadès, bascule au-dessus de sa tête. C'est-à-dire quoi? Ce rocher le menace de mort en permanence pour lui rappeler qu'il est un mortel et pas un dieu. L'hubris, c'est se prendre pour un dieu, par exemple. C'est ne pas être à sa place. Eh bien, le connais-toi toi-même des anciens, il avait cette signification-là. Socrate et Platon vont ajouter une signification moderne. Connais-toi toi-même, c'est remémore-toi. Presque un travail psychanalytique, on dirait aujourd'hui. Remémore-toi par l'anamnèse, la vérité qui est déjà en toi, mais que tu as oubliée,
qui est inconsciente en toi. Et là, on entre dans une vision moderne de l'autonomie de la pensée. Il s'agit de se reconquérir soi-même, d'une certaine manière, un peu comme dans la psychanalyse, il s'agit de se réapproprier un passé qu'on a perdu, qu'on a oublié. Il y a là, évidemment, quelque chose qui va marquer aussi toute l'histoire de la philosophie. Et puis, peut-être une dernière caractéristique du dialogue platonicien, avant de dire quelques mots pour conclure de la morale platonicienne et puis de la doctrine du salut platonicienne, mais ce sera beaucoup plus bref parce que l'essentiel est quand même dans la théoria, dans la théorie de la connaissance. Eh bien, c'est aussi à partir de Platon qu'on va voir s'opposer, et cette opposition va parcourir toute l'histoire de la pensée, qu'on va voir s'opposer deux grands types de discours. D'un côté, le discours sophistique, de l'autre côté, le discours scientifique ou philosophique. Le discours scientifique ou philosophique cherche la vérité. Par le dialogue, chez Platon, on a vu comment on essayait de surmonter les contradictions pour parvenir à l'idée vraie. Eh bien, le discours sophistique, lui, ne vise pas la vérité. Que vise le discours sophistique ? Eh bien, le discours sophistique, il vise, comme le discours des hommes politiques, il vise la persuasion. C'est le discours démagogique par excellence aux yeux de Socrate. Il s'agit de persuader, et au fond, le discours sophistique a plusieurs formes. Ça peut être le discours amoureux. Le discours amoureux n'est pas un discours de vérité. Généralement, dans le discours amoureux, on se vante soi-même, on se met en valeur, on fait des compliments à la dame qu'on a envie ou à l'homme qu'on a envie de mettre dans son lit. Les compliments sont généralement des mensonges, ou en tout cas, ils sont excessifs, ils sont controuvés. Le discours amoureux, le discours sophistique recourt aussi à l'humour, il recourt aux images. Le discours humoristique n'est pas un discours de vérité pour l'essentiel. Et donc, on a un discours qui vise à la persuasion, qui est un discours aristocratique, dira Nietzsche. Parce qu'il s'agit de poser des valeurs, il ne s'agit pas de chercher la vérité en réfutant des opinions fausses. Au contraire, le discours scientifique ou philosophique, eh bien, c'est un discours qui cherchera à parvenir à la vérité en éliminant les erreurs, en éliminant les mensonges, les apparences, en éliminant tout ce qui relève de la sensibilité. Je vous ai dit pourquoi. Un discours anti-artistique. Au fond, les sophistes sont des artistes du langage, comme les poètes, et Socrate est un philosophe du langage. Et souvent, ou quelquefois, dans les dialogues de Platon, Socrate fait quelque chose de terrible que Nietzsche détestera. Il arrive en retard. Alors, le sophiste a raconté un grand mythe, par exemple, comme Baudelaire peut, je ne sais pas, vous donner un magnifique poème. Le sophiste a enthousiasmé son auditoire. Il est en sueur, il vient de terminer son discours, il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre pour convaincre les gens et les séduire. L'auditoire est charmé. Socrate, le petit bonhomme, très laid, teigneux, méchanceté de rachitique, dit toujours Nietzsche, vient exprès en retard. Et que fait-il ? Exprès, il arrive en retard, bien sûr. C'est important. Il dit au sophiste « Je suis désolé, Protagoras » ou « Je suis désolé, Gorgias, pardonne-moi, je suis arrivé en retard, je n'ai pas fait exprès. » Évidemment, il l'a fait exprès. Est-ce que tu peux me résumer ce que tu as dit ? Et demander à un sophiste de résumer son discours, c'est comme demander à Baudelaire de résumer son poème. Alors l'albatros, c'est quoi ? C'est un gros volatile qui n'arrive pas à décoller. Alors évidemment, ça marche moins bien que dans le poème. Et bien de la même manière, quand Protagoras est obligé de résumer son discours, il ne reste plus rien, parce que ce n'est pas un discours résumable. Parler pour ne rien dire, disent les sophistes. C'est ça leur art. C'est de parler pour ne rien dire. Si on leur demande « Qu'est-ce que tu as dit ?» c'est la question socratique. Ils n'ont rien dit. Ils ont séduit. Ils n'ont pas dit quelque chose. Eh bien, là, on voit, ce sera repris par Nietzsche, l'opposition entre deux discours. Un discours aristocratique esthétique et puis un discours démocratique, au sens où la vérité qui est cherchée vaut pour tout le monde. Un discours démocratique et un discours qui n'est plus le discours de l'art, mais le discours de la vérité, c'est-à-dire le discours de la science et de la philosophie. Cette dimension-là, cette opposition-là, elle traversera toute la philosophie. Quelques mots encore sur la morale et la politique de Platon, et puis sur la doctrine du salut. Sur la morale, Platon va mettre en place quelque chose qui va parcourir aussi l'essentiel de la philosophie grecque, sauf la contre-culture des sophistes et des atomistes, mais on retrouvera cette idée chez Aristote et chez les stoïciens en particulier, c'est-à-dire l'idée développée essentiellement dans la République de Platon, cette œuvre majeure de Platon, que le juste, la justice, c'est ce qui est ajusté à l'ordre du monde, à l'ordre cosmique. Au fond, le juste, ça n'est pas ce que veut la majorité du peuple, comme pour nous, démocrates, républicains modernes. Le juste, ça n'est pas, comme dira Rousseau, la volonté générale. Mais le juste, c'est ce qui ressemble à l'ordre hiérarchisé
du monde. Il y a une hiérarchie des êtres, il y en a qui sont bons par nature, il y en a qui sont moyens par nature, il y en a qui sont mauvais par nature, et la cité est juste quand elle est en harmonie avec l'harmonie du monde. Le juste, ça n'est pas l'égalité, c'est l'équité. Et l'équité, c'est que chacun soit à sa place. Là, Platon retrouve la vieille idée d'hubris, c'est à l'idée que le monde est en désordre, le monde est injuste quand les gens ne sont pas à leur place. Alors, dans la cité de Platon, eh bien, il y a un ordre politique juste, il y a un ordre juste. Quel est cet ordre? Eh bien, il ressemble au corps humain. Le corps humain, c'est quoi? C'est la tête est en haut, le cœur, si je puis dire, est au milieu, le diaphragme est au milieu, et puis les désirs les plus vils, les désirs sensuels, ils sont en bas, dans le bas-ventre. Eh bien, lorsqu'on regarde les trois parties du corps, on voit aussi trois parties de la vie de l'esprit. L'intelligence est en haut, elle est dans la tête, ça s'appelle le nous pour les Grecs. Le courage, le cœur, comme on dit, est au milieu, c'est au niveau du diaphragme, et puis l'épitumia, les désirs bas, ils sont à nouveau dans le bas-ventre. Et au fond, les trois parties de la vie de l'esprit, l'intelligence, le courage et les désirs vils, correspondent aux trois parties du corps humain. Eh bien, les trois parties de la cité vont correspondre à cet ordre naturel qu'on vient d'observer dans le corps humain lui-même. La cité est un organisme, elle est un cosmos, un ordre harmonieux. Quand elle ressemble à cela, ce qui correspond à la tête et à l'intelligence, c'est les philosophes, eh bien, ils doivent être en haut, de même que la tête est en haut dans le corps humain. Le philosophe doit diriger la cité. C'est la fameuse thèse du philosophe roi. Le courage, ça correspond aux guerriers. Les guerriers qui défendent la cité, ils doivent être sous les ordres du philosophe, ils sont au milieu. Et puis en bas, il y a les artisans, les ouvriers, les esclaves, en vérité, qui font tourner la boutique et qui apportent les biens matériels à la cité. La cité est juste quand les philosophes sont en haut, quand les guerriers sont au milieu, et quand les esclaves ou les artisans et les ouvriers sont en bas. Voilà la grande représentation, la première grande représentation aristocratique. L'idée qu'il y a une hiérarchie naturelle des êtres, la grande représentation aristocratique de l'ordre juste, de la cité juste, de la justice. Pour nous, évidemment, modernes, républicains, démocrates, ça paraît inacceptable et même scandaleux. Mais dans le monde grec, au fond, jusqu'à la Révolution française, on va vivre sur cette idée que la cité est juste quand il y a une hiérarchie des êtres. Le droit romain, tout le droit romain partira de cette idée d'une justice aristocratique, d'une justice cosmique, j'allais dire. Pourquoi? Eh bien parce que dans le droit romain, vous savez, la formule clé du droit romain, c'est « à chacun le sien ». Remettre chacun à sa place. Et c'est dire pourquoi j'avais écrit un livre il y a déjà une vingtaine d'années qui s'appelait « Nouvel ordre écologique » et qui parlait des procès d'animaux. Au Moyen-Âge, il y a toutes sortes de procès d'animaux. Il y a des procès de charançons, de sauterelles, de dauphins dans le port de Marseille, c'est assez amusant. Des procès de rats, de souris, de grenouilles. Lorsque les animaux pêchent par hubris, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur rôle, qu'il y a une prolifération d'animaux qui devient un véritable fléau, comme on dit dans la Bible, eh bien, il s'agit de remettre ces animaux à leur place, et pour les remettre à leur place, eh bien, on intente un procès aux animaux. Aussi bizarre que ça puisse nous paraître aujourd'hui, la justice est là, au fond, comme la médecine remet de l'ordre dans un corps qui est en désordre, eh bien, le juge, même s'il s'agit d'animaux, doit remettre de l'ordre dans la cité en remettant chacun à sa place, qu'il s'agisse d'un charançon, d'une sauterelle ou d'un être humain. Le juste est là pour être appliqué, et le juge est là pour remettre chacun à sa place. Remettre chacun à sa place, encore une fois, ce sera la formule du droit romain, et pratiquement jusqu'à la Révolution française, nous vivrons dans cette idée de la justice aristocratique. Tout le monde féodal sortira de la République de Platon à bien des égards. Et puis, le dernier point, c'est là que nous allons rentrer dans la troisième partie de la philosophie, c'est-à-dire cette partie de la philosophie qui est consacré au sens de la vie. Je disais, il y a trois parties. La théorie, c'est la connaissance du terrain de jeu. La morale, c'est la connaissance des règles du jeu. On vient de le voir. Morale et politique et droit. Eh bien, la dernière partie de la philosophie, c'est la connaissance du sens du jeu. Quel est le sens de la vie? Eh bien, le sens de la vie, c'est justement de parvenir à vivre en harmonie avec ce qui est spécifiquement humain, à savoir la tête, le nous, la raison, la vie philosophique, la vie avec la pensée. Et lorsqu'on vit avec la pensée, lorsqu'on parvient à vivre philosophiquement, eh bien, dit Platon dans le Timée, on va parvenir à quelque chose qui est fondamental, que Spinoza curieusement reprendra, à savoir l'idée que le sage meurt moins que le fou.
Le sage, c'est-à-dire celui qui parvient à la vie philosophique authentique. Le sage n'est pas le philosophe. Le philosophe cherche la sagesse, donc il n'est pas dans la sagesse. Le sage, c'est celui qui, comme Socrate, n'écrit pas. Il est dans la vie, Socrate. Il n'écrit pas. C'est Platon qui écrit. Platon, c'est le philosophe. Socrate, c'est le sage. Eh bien, le sage, c'est celui qui parvient à vivre dans le monde intelligible. Et comme ce monde intelligible est éternel, les idées sont éternelles, elles sont vraies une fois pour toutes. Eh bien, Spinoza là, reprendra cette idée curieusement platonicienne. On oppose souvent Spinoza à Platon sur ce point, c'est une erreur. Eh bien, le sage est celui qui mourra à peine. Il sera presque immortel parce qu'il est déjà dans l'éternité. Je vous cite le texte de Platon, il est très beau parce qu'il reprend tout ce que je vous ai dit sur les parties du corps, il est magnifique, c'est dans le Timée. Je le lis lentement. Dieu nous l'a donné, ce nous, cette intelligence, cette partie de la tête, Dieu nous l'a donné comme un génie. Et c'est le principe que nous avons dit loger au sommet de notre corps, c'est-à-dire dans la tête, et qui nous élève de la terre vers notre parenté céleste, car nous sommes une plante du ciel, non de la terre. Nous pouvons l'affirmer en toute vérité. Car Dieu a suspendu notre tête et notre racine à l'endroit où l'âme fut primitivement engendrée, et ainsi il a dressé tout notre corps vers le ciel. Écoutez bien la suite. Or, quand un homme s'est livré tout entier à ses passions, ou à ses ambitions, et applique tous ses efforts à les satisfaire. Ça, c'est celui qui est le fou, qui vit dans le sensible, dans le corps, dans la volonté d'acquérir le pouvoir pour dominer les autres. Eh bien, quand un homme s'est exercé tout entier à ces aspects corporels, sensibles et mortels de la vie humaine, rien ne lui fait défaut, dit Platon, pour devenir entièrement mortel. Autant que cela est possible. Ça veut dire que lui, il va mourir entièrement, ayant consacrer toute sa vie à la partie mortelle de l'homme, eh bien il va mourir complètement, puisque c'est à cela qu'il s'est exercé. Mais lorsqu'un homme s'est donné tout entier à l'amour de la science, c'est-à-dire l'amour des idées, de la vérité, philosophia, et à la vraie sagesse, et que parmi ses facultés, il a surtout exercé celle de penser à des choses immortelles et divines, s'il parvient à atteindre la vérité, il est certain que dans la mesure où il est donné à la nature humaine de participer à l'immortalité, il ne lui manque rien pour y parvenir. Et voyez qu'on retrouve ici cette idée que le but de la philosophie, comme le but du voyage d'Ulysse, c'est de parvenir en s'ajointant à soi-même, en étant authentiquement soi-même, et en étant authentiquement soi-même, c'est en vivant dans ce que l'homme a de plus authentique, de plus spécifique à l'humain, c'est-à-dire la vie intellectuelle, la vie philosophique, la vie avec les idées, eh bien, la vie avec la pensée, comme dira Hannah Arendt, eh bien, nous parvenons autant qu'il est possible, c'est pas totalement, mais à l'immortalité. Là encore, on voit que le fou meurt plus que le sage meurt moins que le fou, ce qui donne une idée du but de la philosophie. Vous voyez comme c'est intéressant, parce qu'on voit bien que le but de la philosophie est au fond le même que celui de la religion, mais par soi-même, par les moyens du bord, et en acceptant quand même cette part de mortalité qui est inhérente à la condition humaine. Alors, en guise de conclusion, peut-être deux petites remarques, mais il y aurait tellement de choses à dire. La première, c'est que cette théorie de la vérité, cette théorie de la vérité à 3 temps. Nous avons connu la vérité, il y a la chute ensuite, la naissance, et puis le retour progressif et douloureux vers l'équilibre perdu, vers le stade antérieur, vers le premier stade. Eh bien, cette théorie de la vérité, elle marquera toute l'histoire de la philosophie jusqu'à Marx. Regardez la philosophie de l'histoire de Marx, curieusement, on sent que Marx est évidemment la moindre idée qu'il est platonicien. Eh bien, il y a le communisme primitif, et puis il y a une petite rupture, une chute, c'est la lutte des classes qui commence avec tous les modes de production qui vont s'enchaîner dans l'histoire, toute cette histoire de la lutte des classes, et puis finalement, on retourne à l'équilibre. Et même chez Nietzsche et Heidegger, il y a quand même cette dimension, cette idée qu'il y a eu les grands Hélènes, comme dit Nietzsche, il y a eu en quelque sorte une période, alors chez Heidegger, c'est les présocratiques, il y a une période où la philosophie était plus vraie, plus authentique, la question de l'être, dit Heidegger, était posée, et puis il y a une chute, c'est la naissance de la métaphysique de la subjectivité, puis un retour lent vers la redécouverte de la question de l'être. Au fond, c'est comme si aucun philosophe ne pouvait parvenir à se débarrasser complètement de la théorie platonicienne de la vérité, même quand ils sont matérialistes comme Marx, même quand ils sont déconstructeurs comme Nietzsche et Heidegger, eh bien cette théorie de la vérité, implicitement, reste en quelque façon présente. Il y a une puissance du platonisme qui est très grande,
grande. Il y aura aussi, évidemment, c'est ma deuxième et dernière remarque, une postérité chrétienne considérable à travers l'œuvre de saint Augustin, l'un des premiers vrais grands théologiens chrétiens. Saint Augustin, qui est clairement un héritier de Platon. Bien sûr, il rompt avec Platon. Il considère que la philosophie est toujours arrogante, que la philosophie est prétentieuse. Pourquoi ? Eh bien, parce que les philosophes prétendent toujours s'en tirer par eux-mêmes, au lieu de faire appel à Dieu, avoir l'humilité de s'en remettre dans la main de Dieu. Augustin apostrophe toujours les philosophes néoplatoniciens en leur disant « vous les superbes », ça veut dire « vous les orgueilleux », mais néanmoins, le fond de la philosophie augustinienne est une philosophie platonicienne et l'Église catholique sera évidemment très, très marquée par la philosophie de Platon. D'ailleurs, Nietzsche, comme toujours méchant, aurait cette phrase qui est en partie vraie, lorsqu'il dira que le christianisme n'est rien d'autre que du platonisme pour le peuple. En effet, on trouve déjà l'opposition entre le monde intelligible et le monde sensible. Le dualisme chrétien est déjà très largement dans Platon. Et lorsque nous aborderons l'œuvre de Nietzsche, nous verrons comment il critique ce dualisme en le dénonçant comme une forme de nihilisme. Mais ce sera pour une autre fois. Nous allons nous arrêter là et j'espère au moins vous avoir donné quelques clés pour lire les dialogues de Platon et avoir quelques moyens d'entrer dans ce magnifique palais qu'est la philosophie platonicienne.